Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique et le Canadian Rivers Institute, soyez le bienvenu. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mathieu Mersa. Monsieur Mersa est chargé de projets en environnement avec l'agence Mamu Inu Kaikouset. Il est titulaire d'une maîtrise en géopolitique et d'une maîtrise en coopération internationale et ONG. Au cours de ces deux maîtrises, il a travaillé sur des enjeux environnementaux et sur l'impact de ces enjeux sur des populations autochtones. Il cumule par ailleurs une expérience de 2 ans en gestion de projet. Avant de commencer, veuillez noter que la période de questions et réponses sera à la fin de la présentation. Je passe maintenant la parole à M. Mersa. Merci beaucoup, Madame Sanders. Merci bonjour à tout le monde qui vient de participer aujourd'hui à ce webinaire sur notre projet. À la MIC, on remercie la FCSA de nous permettre de communiquer autour de ce projet. Ça nous fait très plaisir de pouvoir valoriser et de communiquer avec d'autres représentants en environnement sur ce projet. Donc, je tenais à vous remercier particulièrement. Je vous propose de commencer ce webinaire en envisageant ensemble le programme de la rencontre. Il me semble pertinent de commencer en présentant notre organisation, donc l'agence Mamu Inu Kaikouset. Ensuite, il me paraît aussi essentiel de revenir sur la genèse de notre projet de conservation sur le saumon atlantique. Comment nous sommes parvenus en fait à nous intéresser, à protéger cette ressource avec les communautés Innu. Je reviendrai ensuite sur le premier projet qu'on a mis en place sur la conservation du saumon avec la valorisation des connaissances traditionnelles autochtones associées à cette ressource. Vous verrez qu'en fait ça a été vraiment le point de départ qui nous a permis de lancer ensuite le projet de table de concertation régionale. Donc, on envisagera ensuite ensemble en fait le projet de gestion participative du saumon atlantique par les communautés Innu de la Côte-Nord, qui en fait est un double projet dont la première partie était l'organisation d'un colloque, puis la réalisation d'une table de concertation régionale, projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Enfin, à la fin de la présentation, je vous proposerai de faire une ouverture sur le projet que nous souhaitons mettre en place avec les communautés pour l'année 2016-2017. Comme ça, je pense que sur ces 4 projets, vous pourrez voir le fil conducteur de notre démarche avec les communautés Innu. Voilà. Alors, l'agence Mamu Inu Kaikouset, ça signifie en langue Innu, en fait, ensemble, nous, les pêcheurs autochtones. Notre acronyme, c'est l'agence AMIC, donc nous sommes une organisation sans but lucratif qui a été créée en 2006 à partir du programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques, le PAGRAO. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous travaillons au service de 7 communautés. Donc ces 7 communautés sont situées en bordure du Saint-Laurent, sur la région Côte-Nord. Vous pouvez voir à l'extrême ouest, en haute Côte-Nord, la communauté des Sipites qui se situe près du Saguenay, et la plus à l'est, en basse Côte-Nord, est Pakwashipou. Il faut savoir que dans l'ensemble de ces 7 communautés, ça réunit à peu près 15 000 personnes. Mais il est important de bien comprendre qu'entre ces 7 communautés, il y a des disparités, des populations, des villages qui sont plus peuplés que d'autres. Donc ça a un impact évidemment lorsqu'on met des projets en place, puisque on peut considérer que certaines communautés ont un développement, par exemple, socio-économique plus intégré. Les communautés de l'Est, par exemple, Essipit et Pessamit, ont développé beaucoup plus le tourisme, donc ont une économie en meilleure santé, je dirais, tandis que les communautés d'Unamenchipou et de Pakwashipou sont plus isolées et rencontrent des difficultés socio-économiques. Donc c'est une donnée évidemment à prendre en compte quand on rencontre ces le rôle de la MIC, c'est d'assurer un rôle de liaison, de communication, de consultation auprès de nos membres et de proposer aussi de l'expertise et du conseil justement pour développer des projets dans la conservation des ressources aquatiques avec les communautés Innu. Donc on est vraiment là pour recueillir les besoins et promouvoir et défendre les intérêts des communautés membres à ce titre.
Je vous propose maintenant de voir les secteurs d'activité de notre organisation. Donc, il y a 5 secteurs d'activité. Il y a le secteur des connaissances traditionnelles Innu, le secteur de conservation et environnement. Les deux sont liés dans le pôle, dans le département environnement, puisque les connaissances traditionnelles Innu ont vocation à protéger justement les espèces aquatiques que nous défendons avec les communautés. Donc, c'est ces deux pôles qui sont liés, qui travaillent ensemble. Il y a également le département de gestion des pêches qui prend en compte la formation des pêcheurs, ainsi qu'un département de recherche et développement. Vous l'aurez compris, je travaille pour le département d'environnement à l'AMIC. Revenons ensemble sur la genèse des projets en conservation du saumon atlantique avec les communautés Innu. Donc il faut savoir que en 2011, l'AMIC en fait a consulté ses communautés membres pour déterminer quelle était l'espèce prioritaire à protéger. Donc le saumon atlantique a été retenu comme l'espèce primordiale à protéger. Consécutivement à ce sondage dans les communautés, il faut savoir que nos chargés de projet ont fait un état de l'art sur la littérature scientifique concernant les causes de la diminution du saumon atlantique au Québec et sur la côte nord. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu, assez brièvement, là c'est résumé bien évidemment, mais voici les causes qui ont été relevées par rapport à la diminution du saumon atlantique. Donc on relève le faible taux de survie en mer, en considérant l'impact des bateaux commerciaux en Atlantique Nord. Il y a également les changements climatiques qui sont à prendre en compte. Ensuite, il faut noter des enjeux peut-être un petit peu plus localisés, comme les barrages en rivière, l'agriculture ou l'aquaculture qui posent problème, évidemment, sans oublier les espèces envahissantes qui viennent des bateaux commerciaux et internationaux se rendant dans le fleuve Saint-Laurent. Évidemment, ça bouleverse aussi l'écosystème du saumon atlantique. Donc le premier projet qui a été mené sur la conservation du saumon atlantique dans les communautés Innu est le projet Wahamek. Alors Wahamek est un mot Innu pour signifier saumon adulte. Il existe en langue Innu un nom pour chaque phase, chaque stade du développement du saumon atlantique. Donc c'est un projet de conservation de la ressource mettant en valeur la valorisation des connaissances traditionnelles autochtones. Alors on avait 4 objectifs prioritaires dans ce projet. C'était de faire le lien entre les connaissances traditionnelles et les sciences, de protéger et de transmettre ces connaissances traditionnelles sur le saumon au sein même des communautés, de sensibiliser les jeunes à la biologie du saumon et aux menaces à sa survie. Et puis nous avons également mené des ateliers de responsabilisation des adultes directement impliqués dans la pêche au saumon envers la conservation du saumon. Donc ça concernait des pêcheurs, des gestionnaires des pêches, des biologistes, afin de donner un guide de pratique ou de relever des pratiques modèles dans les communautés à poursuivre en matière de gestion du saumon. Pour ce qui est de la sensibilisation des jeunes, des ateliers ont été menés dans les écoles Innu pour justement les sensibiliser à la biologie du saumon. Et concernant la protection et la transmission des connaissances traditionnelles, en fait des entretiens ont été menés avec des intervenants du saumon. On a rencontré plus de 60 intervenants dans toutes les communautés. Il s'agissait en fait de biologistes, de gestionnaires de la ressource, mais aussi d'aînés qui ont les connaissances traditionnelles et qui souhaitaient les transmettre justement pour les faire perdurer. Afin de soutenir cette transmission des connaissances, l'AMIC a réalisé en fait un documentaire sur le saumon. Donc une première version en langue Innu a été réalisée et diffusée dans les communautés. Et puis l'année dernière, nous avons complété en fait la version française, sous-titrée en français, destinée à un public plus large, non autochtone, là encore pour valoriser l'importance de ces connaissances traditionnelles et puis de sensibiliser un public un petit peu plus large. Au sein de ces entretiens, en fait, on a réalisé des rapports diagnostiques pour ont été identifiés les pratiques modèles qui étaient déjà mises en place dans les communautés en matière de pêche au saumon. Et il faut aussi noter que dans chaque communauté, on a relevé un ensemble de problématiques déterminées par les différents acteurs que nous avons interviewés. Et puis, nous avons également dressé une liste des pistes de solutions qui pourraient être envisagées
pour l'avenir. Donc parmi les problématiques qui avaient été identifiées, il y a plusieurs problématiques qui sont communes aux communautés Innu. Il y avait notamment le fait, comme vous pouvez le voir, un problème de transmission d'informations à l'intérieur même des communautés. Donc ça concerne à la fois la transmission de ces connaissances traditionnelles entre les générations, qui se perd de plus en plus, mais aussi de la transmission d'informations en matière de règlement concernant la saison de pêche dans les communautés Innu. Par exemple, certaines communautés, certains pêcheurs ne savent pas quand commence précisément la saison de pêche, combien de temps ils ont l'autorisation de dresser leur filet dans la rivière, où ils peuvent le dresser. Donc ça concerne toutes ces modalités en matière de pêche au saumon qui parfois ne sont pas bien transmises. Le relais entre le conseil de bande et la population n'est parfois pas extrêmement bien effectué. Ensuite, un élément qui a été retenu dans les 7 communautés, c'est la nécessité de discuter avec les autres communautés concernant les contextes de gestion sur la pêche au saumon. Donc c'est là où il y a une volonté d'un partage d'expertise et de connaissances entre les communautés. Et c'est vraiment un élément qui nous a servi de base pour développer le projet suivant concernant la gestion du saumon, qui est le projet de conservation. Ah oui, j'avais oublié. Non, c'est bon. Je pensais que j'avais oublié un élément. Donc, l'élément qui nous a permis de développer le projet de gestion participative du saumon atlantique, c'est vraiment le fait qu'il y ait le besoin de coopérer entre les communautés, de diffuser davantage d'informations sur les autres contextes de gestion. Donc, c'est pourquoi on a créé ce projet de gestion participative qui vise à répondre à 4 objectifs. Le premier était de faciliter le développement et la mise en œuvre de modèles de gestion autochtones pour le saumon atlantique, dans le but de réduire les menaces qui pèsent sur la ressource, bien sûr au niveau local, au niveau des communautés. Il y a également l'importance d'offrir des opportunités de partage d'expertise, de jumelage entre les communautés qui rencontrent des problèmes similaires. Donc là, j'entends par jumelage en fait des processus de coopération entre les communautés pour répondre à des problèmes communs. Il y a aussi la volonté d'encourager l'intégration des connaissances traditionnelles autochtones dans les mesures de gestion des communautés. Donc, vous voyez un petit peu avec cet objectif le fil rouge avec le précédent projet. Enfin, pour propulser cet échange d'expertise, il y avait la volonté de mettre en place cette table de concertation autochtone pour adopter des mesures concertées à l'échelle régionale. Donc, la première partie de ce double projet qui est l'organisation de ce colloque qui a été tenu le 10, 11 et 12 mars 2015 à Sept-Îles, on a d'abord en fait consulté les communautés pour créer un comité consultatif pour préparer l'événement. Donc, on a identifié tous les représentants locaux qui sont attachés à la gestion du saumon dans les communautés pour leur demander de participer et de nous aider à organiser ce colloque afin de coller au mieux aux attentes des communautés concernant cet événement. Donc on a fait plusieurs réunions téléphoniques et puis on a en fait décidé sur ces 2 jours et demi de proposer aux communautés lors du premier jour de présenter leur contexte de gestion, de le présenter à toutes les communautés afin qu'il y ait un véritable partage d'informations. Donc d'identifier auprès de tout le monde les problématiques rencontrées dans la gestion du saumon par chaque communauté. Ce qui fait que l'AMIC a été attaché à dresser une liste à la fin de la journée de toutes les problématiques qui avaient été évoquées par les communautés afin de les soumettre le deuxième jour lors des groupes de travail que nous avions décidé de mettre en place. Alors, ces groupes de travail étaient évidemment composés des participants au colloque. Donc, il y avait différents profils, des gestionnaires des pêches, des biologistes, des responsables politiques et des aînés. On a fait 2 rondes de groupes de travail afin de permettre que des solutions innovantes de ces problématiques et qui collent au mieux aussi aux besoins des communautés. Donc la première ronde de travail en fait mélangeait les profils, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe par exemple qui comprenait le gestionnaire des pêches de Natashquan avec le biologiste de Pessamit,
avec le responsable politique d'Unamen-Chipou et puis un aîné de Pakwa-Chipou. Donc vous voyez un petit peu le profil qu'on a utilisé pour cette première ronde de groupe de travail. Ensuite, chaque groupe de travail lors de cette première ronde avait deux problématiques à traiter. Une fois que les réponses ont été apportées, lorsqu'on a passé à la phase suivante, on a en fait réuni des groupes de travail par profil. Donc on a fait un groupe de gestionnaires des pêches, un groupe de biologistes et ainsi de suite. Donc ça nous a pris toute la journée pour laisser le temps à chacun de discuter, de trouver les solutions nécessaires, les personnes qui pourraient être impliquées dans la mise en place de ces recommandations. À la fin de la journée, on a demandé, en fait, on a proposé aux communautés de se réunir entre elles pour justement, à partir de toutes les recommandations qu'elles avaient reçues au cours de la journée, d'en choisir au moins deux et de les présenter à la tribune pour s'engager à les valider auprès de leur conseil de membres. Donc, ce travail a été effectué sur la deuxième journée. La dernière demi-journée était consacrée à un cycle de conférences. La première conférence, en fait, concernait la situation du saumon atlantique au Québec, qui a été délivrée par le ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Et puis la deuxième conférence, en fait, a été organisée par l'AMIC, traitant de la gestion du saumon dans 3 autres communautés autochtones du Québec. Donc, nous avions centré cette conférence sur la gestion chez les Micmacs de Guespec, chez les Micmacs de Listougouge et puis chez les Malécites de Vigée. Donc c'était, je pense, nécessaire de donner davantage d'informations sur la gestion du saumon dans d'autres communautés. Ça pouvait être inspirant pour les participants dans le cadre de leur gestion personnelle. Cette dernière demi-journée aussi a été consacrée à la préparation aux modalités de fonctionnement de la table de concertation pour anticiper évidemment le deuxième projet étant la table de concertation. Donc je reviens un petit peu en détail pour faire le fil rouge en fait depuis les premiers projets concernant la conservation du saumon. Là encore, lors du colloque, on a observé que des problématiques étaient partagées. Comme vous pouvez voir, le braconnage concerne 4 communautés de moyenne et de basse côte nord. Donc, d'où l'utilité d'organiser ce colloque pour permettre aux communautés de discuter ensemble et d'essayer de trouver des solutions adaptées. Il y a également un autre problème qui est rencontré par toutes les communautés, c'est le manque de surveillance des rivières. Alors là, dans les raisons, ça change beaucoup entre les communautés, puisqu'il peut y avoir un manque de moyens financiers. Il peut y avoir également une absence de reconnaissance des droits ancestraux, ce qui de facto bloque toute possibilité de surveillance de la rivière. Et parfois, il existe aussi un manque de ressources locales pour effectuer correctement la surveillance de la rivière. Passons maintenant à la table de concertation, qui donc s'inscrit, comme vous l'aurez compris, dans ce double projet de gestion participative du saumon atlantique. Dans le cadre de cette table de concertation, l'objectif était, à travers l'organisation, la tenue de cette table, d'avoir un échange d'informations entre les communautés de manière continue. On voulait aussi permettre, en s'appuyant sur les éléments, les résultats du colloque, d'identifier, de mettre en place les solutions de gestion pour protéger le saumon. Et puis là encore, et vous le verrez à travers l'activité qu'on a mis en place durant la table de concertation, on souhaitait continuer à protéger les connaissances traditionnelles relatives au saumon atlantique. Donc ça s'est décliné en 3 activités. La première activité a été l'organisation de la première rencontre de la table de concertation qu'on a tenue le 28 mai 2015 à Sept-Îles. Et en fait, elle est composée d'au moins un membre de chaque communauté. On a identifié en fait les membres de cette table de concertation de manière assez simple et logique, c'est-à-dire que c'est les membres du comité consultatif qui nous avait aidé à organiser le colloque qui siègent à la table de concertation. Il nous est paru évident de les solliciter puisque ce sont les ressources locales en matière de gestion du saumon. Et puis, ils avaient déjà depuis plusieurs mois l'habitude de collaborer avec nous sur ce projet de gestion participative. Donc, c'est logiquement que nous les avons sollicités et qu'ils ont accepté. Cette table de concertation avait 2 objectifs lors de cette première rencontre. C'était d'adopter
les termes de référence de la structure pour définir les modalités de fonctionnement, combien de rencontres par année devons-nous fixer, quelles sont les missions et les mandats des membres attachés à la table de concertation dans le cadre de ces fonctions. Donc, nous les avons adoptés lors de la première partie de cette rencontre. Et deuxième élément de cette table de concertation qui était très important, c'était de revoir certaines recommandations de gestion identifiées lors du colloque. Parce que ces recommandations étaient des idées intéressantes, mais ce n'était pas encore, pour certaines d'entre elles, en fait, des mesures quantifiables. Ce qui veut dire que forcément, si derrière nous, à la MIC, enfin, si les communautés veulent les mettre en place et si derrière on veut faire le suivi, l'évaluation de ces mesures, il faut qu'elles soient quantifiables. Sinon, ça crée forcément des problèmes pour mettre en place des mesures efficaces. Donc, avec chaque représentant, on a revu les mesures qui avaient été identifiées, on les a retravaillées, on les a rendues quantifiables. C'est pourquoi, lorsque l'AMIC entre septembre 2015 et novembre 2015, nous sommes rendus justement dans les communautés pour faire le suivi, l'évaluation de ces mesures. On avait tous les éléments pour l'effectuer. Dans le cadre de ces visites, on a également tenu en fait des rencontres publiques visant à faire le lien entre les connaissances scientifiques et traditionnelles. Ça a pris en fait la forme suivante, c'est-à-dire qu'on a invité un ancien de la communauté et puis un responsable de la ressource à discuter ensemble des problématiques déjà identifiées dans les communautés et de le faire devant la population locale afin de créer une discussion par la suite et de relever des idées qui n'avaient peut-être pas été encore évoquées jusque-là dans le cadre du projet. Donc c'est une modalité supplémentaire pour coller aux intérêts des populations locales et c'est aussi pertinent pour anticiper de futures mesures dans les communautés puisque comme nous étions dans la dernière partie du projet, il fallait déjà anticiper quels projets futurs nous pouvions mettre en place, donc il était pertinent de consulter évidemment les communautés dans cet aspect. Voilà. Concernant les résultats de cette table de concertation, donc à l'issue des 6 mois du projet, un total de 11 solutions de gestion ont été mises en place dans l'ensemble des communautés. Je vais revenir après un petit peu plus en détail sur ces solutions. On peut féliciter les communautés parce que 2 jumelages ont été entrepris dans le cadre de ce projet. Le premier, en fait, concerne directement la table de concertation, puisque la communauté de Washat Makmani-Otenam, qui est en fait la communauté basée à cette île, là où sont logés les bureaux de l'AMIC, a souhaité que la communauté de Matimekosh siège en tant que membre observateur à la table de concertation. Alors, la communauté de Matimekosh n'est pas membre de l'AMIC parce qu'elle n'est pas en bordure du Saint-Laurent. Elle vit à 600 km au nord de cette île. Néanmoins, elle est concernée par la gestion du saumon parce que à la saison de pêche dans la communauté de Washat Makmani-Otenam, il y a en fait des filets communautaires attribués à la pêche au saumon. Et un de ces filets communautaires est réservé uniquement à la communauté de Matimekosh, ce qui fait que directement la ressource saumon concerne la communauté de Matimekosh. Donc l'idée de les voir participer pour être informés et pour échanger avec les membres de la table de concertation paraît tout à fait pertinente et c'est pourquoi la communauté de Washat les a invités à siéger, à participer en tant que membre observateur à cette table de concertation. Le deuxième jumelage, je vais aussi y revenir un petit peu plus tard parce qu'il est également très important. Lors des rencontres publiques, dans les 7 communautés, donc on a rencontré un total de 76 personnes. Donc ça fait en moyenne à peine plus de 10 personnes par communauté. Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui peut paraître assez faible. C'est l'une des difficultés que nous avons rencontrées dans le cadre de ce projet. Il faut savoir que, pour l'anecdote, dans les 7 communautés, à chaque fois les représentants nous ont dit que il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de participants aux rencontres publiques, parce qu'il y a un historique dans les communautés où beaucoup de rencontres publiques ont été tenues d'autres organismes ou par éventuellement des groupes de recherche, et bien souvent les communautés n'ont pas de retour là-dessus. Donc il y a une forme de lassitude par rapport aux rencontres publiques, donc culturellement c'est quelque chose de difficile pour
motiver un maximum de personnes dans la communauté. Donc c'est une donnée à prendre en compte. Malgré tout, ce qui est un peu contradictoire, mais tout de même pertinent, c'est que les personnes qui ont participé à ces rencontres publiques se plaignaient qu'il n'y en ait pas assez souvent. Donc il faut comprendre que c'est comme un appel, un besoin d'être consulté davantage euh, pour prendre en compte leur intérêt. Malgré tout, face à ces difficultés, l'AMIC, lors des 3 premières réunions publiques, avait moins de 10 personnes qui participaient à ces rencontres. Donc on a essayé de corriger, de rendre nos rencontres publiques plus attractives et le chiffre a pu augmenter, on a pu réussir à atteindre plus de gens dans les rencontres publiques suivantes. Donc voilà l'élément sur lequel je voulais revenir qui a été un petit peu plus complexe. Concernant les types de solutions, donc bon là je vous propose simplement le type de solution dans lequel ces mesures de gestion s'inscrivent. J'ai sous les yeux les 11 solutions qu'on a mis en place. Donc si vous voulez, je pourrais revenir dessus tout à l'heure si vous le souhaitez. Ces mesures s'inscrivent donc dans des champs opérationnels assez différents puisqu'on a de la revendication des droits ancestraux pour avoir la propriété des rivières. Beaucoup d'actions de sensibilisation ont été menées dans les communautés, que ce soit des visites de centres culturels ou des messages de sensibilisation dans les radios communautaires qui sont vraiment un pivot central en matière de vie sociale dans les communautés, c'est en ce qui concerne ces radios. Il y a eu de la mobilisation de partenaires également. Des consultations publiques ont été menées à la propre initiative des communautés. Et puis, pour la communauté de Ouachat Makmani-Otenam, des demandes de financement ont été développées pour financer une activité de pêche traditionnelle au harpon concernant l'été prochain. Voilà. Concernant en fait le dernier jumelage et la dernière solution qui concerne les communautés, il s'agit d'une solution qui en fait engage toutes les communautés membres de l'AMIC. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée au ministère des Pêches et Océans, réclamant que des études soient menées sur l'impact des pêcheries commerciales en Atlantique Nord sur la ressource saumon. Donc c'est une lettre qui a été signée par les 7 chefs Inuits et qui a été également soutenue et signée par Ghislain Picard, le chef des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bien évidemment, à travers cette action, on sait que l'impact direct est faible, mais il était important pour les communautés de montrer leur solidarité, leur unité dans la protection du saumon. Donc c'est une action qui, en matière de visibilité, est importante pour les communautés. Et puis ça signifie aussi auprès des autres acteurs impliqués dans la gestion du saumon que les communautés se responsabilisent localement pour mieux gérer la ressource, répondre aux problématiques qu'ils rencontrent localement, mais que la gestion aussi durable du saumon atlantique passe par des réformes à l'international, puisque les acteurs impliqués dans la pêche au saumon en Atlantique Nord, que ce soit la France, la Norvège et le Canada, doivent prendre des réformes à cet égard pour moins impacter la ressource saumon. Voilà, je vous propose maintenant de voir ensemble le projet qu'on souhaite mettre en place dans les communautés pour l'année qui vient. On souhaite en fait faire un suivi de la température des rivières Inuits afin de renforcer justement les capacités dans la gestion du saumon, en améliorant les connaissances scientifiques sur l'écosystème du saumon atlantique. Donc ça va passer par 2 activités, une qui est régionale, donc le suivi de la température de l'eau des rivières, permettant de renforcer les connaissances, et en renforçant les connaissances, ça donne plus de compétences aux communautés pour ensuite mettre en place les mesures nécessaires pour contrer les problématiques identifiées chez eux. Et puis, dans ce mouvement, il y a aussi une action locale qui sera mise en place. Ce serait le suivi de la qualité de l'eau pour la rivière Olaman, qui concerne la communauté d'Unamen-Chipou, la deuxième communauté la plus à l'est des communautés Inuits, puisque celle-ci en fait rencontre un problème de rejet de polluants du dépotoir de la communauté qui est situé à quelques mètres de la rivière. Donc d'où l'utilité de faire un relevé sur la saison d'été avec un appareil YSI pour voir l'étendue, l'impact de la pollution près de ce dépotoir.
voilà, j'ai peut-être été un petit peu rapide sur certains éléments. N'hésitez pas à me poser des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup. C'était une excellente présentation. Donc, si vous voulez poser une question, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de GoTo. C'est la petite boîte grise au coin supérieur droit de votre écran. La flèche orange l'agrandit. Donc, vous pouvez lever votre main. Donc, ça, c'est l'icône avec la main jaune et la flèche verte. Et nous pouvons activer votre microphone ou vous pouvez taper votre question dans le panneau de configuration et je vais la lire à haute voix, Monsieur Mercer. Donc, vous avez deux choix pour vos questions. Donc, simplement pour commencer, je peux demander une question. Donc, à votre avis, quel était le plus grand défi de la mise en œuvre de la table de concertation? Je pense que les deux plus, j'en retiens deux d'emblée des grands défis, c'était justement de trouver avec les participants les mesures quantifiables à mettre en place. En fait, il s'agit non seulement de mesures quantifiables, mais pouvant être mises en place assez rapidement avec des moyens locaux, avec des ressources humaines locales. Donc il fallait qu'on puisse trouver le cadrage possible sur la mise en place de ces mesures. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, ce projet de gestion participative, on est encore, je l'espère, au balbutiement de la gestion du saumon atlantique, vu qu'on a mis en place les premières mesures. Donc, le premier travail était justement de trouver le bon calibrage sur les mesures nécessaires, les mesures efficaces, et pouvant être mises en place dans le temps imparti, accordé dans le cadre de ce projet. La deuxième difficulté, je reviens là-dessus, c'est vrai que c'était là la question des rencontres publiques, où on peut regretter la faible participation, mais ce qui était par contre vraiment satisfaisant en contrepartie, c'est que malgré le peu de personnes participant, les personnes qui étaient là, qui étaient impliquées, à chaque fois, on a eu des discussions vraiment pertinentes entre la population et les représentants, que ce soit l'aîné ou le gestionnaire des pêches. Sincèrement, j'ai pas souvenir d'une rencontre qui a duré moins d'1 h 30. Donc quand on a moins de 10 personnes, vous voyez un petit peu qu'il y a eu du contenu à chaque fois dans ces rencontres. Donc c'est un résultat un petit peu ambivalent. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Puis, nous n'avons pas des autres questions. Donc, je suggère aux participants que si vous avez des questions après ce webinaire, vous pouvez m'envoyer un courriel avec ces questions ou vous pouvez communiquer directement avec M. Mercer. Donc, ces informations sont là. Absolument. Il n'y a pas de souci, je serai disponible pour répondre aux questions. D'accord. Donc, je vous remercie à nouveau. C'était vraiment une excellente présentation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci. Oh, nous avons une question. Ah, très bien. Donc, cette question, et j'ai peut-être manqué l'information, mais quel était le deuxième jumelage? Le deuxième jumelage, effectivement, c'est cette lettre qui engage toutes les communautés demandant au ministère des Pêches et Océans de mener des études précises sur l'impact des bateaux commerciaux en Atlantique Nord. C'est l'action qui engage les 7 communautés. Donc c'est vrai qu'on pensait à l'origine plutôt développer des jumelages entre 2 ou 3 communautés, mais finalement il est apparu que cette question à l'international préoccupe toutes les communautés, donc il a été pertinent de la mettre en place avec l'ensemble de nos membres. Merci beaucoup. Donc, je vais un petit rappel. Notre prochain webinaire sera le 20 janvier. Andy Sharp de East Coast Aquatics va présenter une introduction à la surveillance et à l'analyse de qualité de l'eau. Veuillez noter que ce webinaire serait en anglais. Donc, notre prochain webinaire en français sera le 3 février. Madame Elsa Gorig de l'INRS va parler des ponceaux, l'effet de la motivation et de la performance de nage sur le succès de passage des salmonidés. Oh, et nous avons une autre question pour M. Mercer, je pense. Oui.
C'était simplement une réponse à votre réponse. Merci, très utile et intéressant. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les webinaires futurs sur le site web de la Fondation ou sur le site web de le Canadian Rivers Institute. Donc, c'est la fin de notre session de webinaire aujourd'hui. Merci à nouveau à M. Mersa et je vous remercie de votre participation. Merci, au revoir.